Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous regarder des partout ailleurs et bienvenue dans ce magazine Savoir Plus. Vous le savez, Savoir Plus, c'est un magazine de décryptage d'informations générales. Alors, comme nous sommes en République démocratique du Congo, vous êtes partout ailleurs, nous sommes là pour aussi vous mettre au parfum de différentes actualités qui se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Mais aussi, nous abordons différentes questions. Alors, pour aujourd'hui, essentiellement, nous allons en savoir plus sur ces livres, À mon humble avis, un livre qui a été écrit par M. Huguel Kalonji Kabeya. Avec lui, nous allons décortiquer ce livre et il va nous présenter quelles sont ses idées qu'il a pu mettre à la disposition des Congolais que nous sommes afin d'assurer bien sûr un lendemain meilleur pour cette République qui est bien sûr la RDC. Alors avec lui sur ce plateau, M. Huguel Kalonji Kabeya, bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je me porte très bien. Est-ce peu surmené par le travail, mais ça va. Ah oui, c'est la raison d'être dans cette République également. Alors, est-ce que j'ai bien dit que c'est vous l'auteur de ces livres, à mon humble avis? Tout à fait. Nous sommes bel et bien l'auteur de cet ouvrage. Ok. Vous êtes ou bien c'est vous seul? Quand je dis nous sommes, c'est le nous majesté. Je suis l'auteur de cet ouvrage. Voilà. Alors, dites-nous, c'est quoi d'abord cet thème, à mon humble avis? Pourquoi avoir choisi cet thème? À mon humble avis, procède évidemment d'un constat, parce que il y a environ maintenant une quinzaine d'années, depuis que nous travaillons dans le domaine du conseil juridico-institutionnel, donc autour des personnalités publiques et même de certaines entreprises privées, et même celles du portefeuille de l'État. Ainsi donc, après avoir brassé des expériences et fait plusieurs constats, il nous a paru judicieux de pouvoir coucher par écrit pour les générations présentes et même futures, la somme des expériences que nous avons faites et des conclusions que nous avons pu tirer de tout ce parcours. Et il nous a donc été donné de rédiger cet ouvrage afin de mettre à la disposition du public et bien entendu de tout l'ensemble de nos compatriotes et pourquoi pas même de ceux qui sont à l'extérieur du pays et des autres personnes à travers la planète, les conclusions que nous avons tirées de tout ce parcours qui a été émaillé de beaucoup de réalités et de beaucoup de constatations. Donc, en bref, c'est comme qui dirait l'assemblage d'une expérience acquise tout au long de votre carrière. Bien entendu. Donc, de plusieurs expériences acquises et des conclusions que j'ai pu tirer dans la foulée. Alors, en quoi, pour vous, ces livres pourraient être importants pour des Congolais qui vous suivent? D'abord, vous l'avez énoncé partiellement, c'est à mon humble avis la nécessité d'un nouveau pacte social congolais. C'est ça l'intégralité du titre. Eh bien, en quoi est-ce qu'il devrait être utile? À plusieurs égards. Premièrement, parce que j'ai sectionné les chapitres en fonction de domaines bien précis de la vie nationale. C'est-à-dire qu'il comporte 10 chapitres et chaque chapitre s'attaque directement à des problématiques réelles se posant dans notre pays dans X domaines. Donc, ce qui veut dire que les Congolais, eu égard à leur diversité, leur complexité et même leur caractère hétéroclite et les niveaux sociaux tout aussi différents et divergents, pourront chacun se retrouver par rapport à son domaine, bien évidemment. Donc, nous avons parlé là d'économie, nous avons parlé de social, nous avons parlé politique, nous avons parlé... Donc, nous avons, d'une manière ramassée, touché les points vitaux que nous estimons centraux et utiles pour une société congolaise plus émergente et mieux nantie et capable d'utiliser ses fils et ses filles de manière optimale. Donc c'est comme qui dirait qu'au regard de tout ce que vous avez acquis comme expérience, alors vous avez adapté vos écrits aux réalités actuelles. Je ne les ai pas adaptés, je les ai rendus comme tels, mais j'ai tiré des conclusions par rapport à chaque problématique. Par exemple, vous avez le premier chapitre qui s'intitule « Le Congo à sa juste valeur ». Ça, c'est le tout premier chapitre. Alors, il traite de quoi exactement?
Le Congo à sa juste valeur, c'est le constat que nous avons fait, par exemple, d'une réalité très profonde que l'on ignore, mais qui, en réalité, nous touche tous. C'est que nous n'avons jamais fait un travail scientifique sérieux pour déterminer avec précision et exactitude. Malgré la multiplicité des professeurs que nous avons. Et malheureusement, triste réalité de ce que représentait réellement notre potentiel dans tous les domaines possibles. Le domaine halieutique, le domaine minéral, le domaine humain, etc. Donc nous n'avons jamais quantifié. On nous a toujours dit que notre pays était riche, on nous a toujours dit que notre pays était un scandale géologique, etc. Mais de manière très très précise, à quelle hauteur, à quel niveau? Ça c'est la première problématique. De deux, on nous a toujours dit que Mbokao et Robonga, etc. Et c'est un discours que nous connaissons tous, par exemple. Mais à partir de quel moment est-ce que nous allons considérer que Mboka est Bongi? Quand nous serons capables de manger 3 fois par jour, quand nos enfants iront à l'école ou à l'université en bus, et tout cela. Mais est-ce que réellement, au regard de notre potentiel, est-ce que le fait de pouvoir manger 3 fois par jour signifiera pour nous que Mboka est Bongi? À partir de quel moment est-ce que le curseur sera placé? Quel est le standard qui va nous déterminer, nous, en tant que RDC, que Mboka Nambus est Bongi? Et non pas à l'aune des statistiques qui nous sont vendues par l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, etc. Mais vraiment d'un point de vue purement congolais, quelles sont les mesures de grandeur, quels sont les indicateurs de valeur qui vont nous signifier à nous que nous y sommes finalement? Donc c'est tous ces éléments dont je parle dans le livre, c'est-à-dire que, premièrement, le Congo n'est pas l'Afrique du Sud, le Congo n'est pas le Sénégal. Le Congo est un pays que je qualifie au-delà de la mercuriale, c'est-à-dire au-delà de toute norme possible. Ça veut dire qu'il doit être pensé au prorata de sa grandeur, de son potentiel et de ses capacités réelles, dans l'hypothèse où elles sont optimisées. Et c'est un travail scientifique dont je propose la démarche dans le livre, pour que nous puissions, avant de faire un autre pas de plus, dire que finalement notre Congo que l'on vante tant, il représente environ quoi exactement? Il pèse quoi sur l'échiquier? Et partant de là, nous serons capables d'élaborer maintenant des politiques publiques qui soient adaptées et qui soient en fait proportionnelles à ce potentiel-là. Nous aurons donc une vision de notre pays qui soit réellement en adéquation avec ce potentiel-là. Et non pas se contenter peut-être, comme nous l'entendons quelquefois, de certaines petites réalisations et dire que voilà, à partir du moment où nous serons capables, ce qui est très bien, de manger 3 fois par jour, nous serons capables d'envoyer nos enfants à l'université en bus, ça c'est très bien. Mais ne nous satisfaisons pas de si peu alors que notre pays est capable de bien plus. C'est ce que j'explique par exemple dans le premier chapitre. Alors, pour vous, si je vous posais une question très directe, alors si vous arrivez à donner toutes ces raisons, vous êtes arrivé à cette conclusion, mais personnellement, qu'est-ce que vous vous attendez à ce que ce pays soit? Parce qu'il ne suffit pas, comme vous l'avez dit, de nous dire que si nous atteignons ces standings, donc à ce moment-là, nous dirons que notre pays va de l'avant. Alors, vous, personnellement, en tant qu'auteur, vous attendez à quoi? Je m'attends au minimum à ce que nous soyons la 2e puissance mondiale. Quand je dis au minimum, vous comprenez donc que je suis de ceux qui croient, messieurs, que notre pays a tous les moyens possibles, si pas aujourd'hui, si pas demain, d'être la première puissance de cette planète. Très honnêtement, je ne vois pas en quoi est-ce que nous ne pouvons pas y arriver. Le problème est d'abord de le croire, de le penser et de mettre en place les mécanismes pour y arriver. La Chine l'a fait et certains autres pays, le Nigeria l'a fait. C'est-à-dire à un moment donné, il faut s'asseoir et dire où est-ce que nous voulons aller exactement. Est-ce qu'au regard de ce que nous représentons, au regard de ce que nous avons, ce dont nous sommes nantis, pouvons-nous y arriver, oui ou non? Si oui, par quels moyens? Je pense que tout part de là. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est possible pour la RDC un jour de rayonner au sommet de cette planète. Alors, vous savez, c'est tout un processus. Hein? Bien entendu, c'est un processus. De bâton magique. Non, justement, un processus qu'il faut engager et qu'il faut surtout structurer. Et c'est ça même la démarche que je propose. C'est-à-dire que ce n'est pas
qu'il faille se réveiller un matin et dire que voilà, demain, c'est justement même Moro et Kobonga. C'est très exactement ce paradigme-là qui nous est vendu comme une illusion et comme un rêve. Alors qu'en réalité, il devient vide de sens parce qu'il n'y a pas de politique d'accompagnement. Vous comprenez? Tout concept devrait nécessairement avoir du contenu et ce contenu-là est trouvé dans les mécanismes qui sont mis en œuvre et mis en place pour le faire vivre et le matérialiser. Et ensuite, bien entendu, pourquoi pas, bien au-delà, l'implémenter et même le dupliquer, etc. Donc voilà, donc, nous sommes dans une posture où ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une idée. Je vais même au-delà pour dire que ce n'est pas un projet. C'est une possibilité, c'est une opportunité réelle qui s'offre à nous. Maintenant, quelles sont les politiques que nous mettons en place pour y arriver? C'est ça la question valant le pesant d'or. Alors, vous le savez très bien que moi, que si tout est par terre aujourd'hui dans ce pays, c'est parce que Mobutu, selon l'histoire, nous avons lu, il a voulu dupliquer le modèle économique chinois en RDC, alors Zaïre à l'époque. D'autant plus que les réalités zaïroises à l'époque, congolaises, zaïroises à l'époque, ne pouvaient pas se comparer aux réalités chinoises. Voilà ce qui a mis à terre la RDC aujourd'hui, parce que nous n'avons pas des sociétés qui produisent localement. Nous n'arrivons pas bien sûr à vendre nos produits locaux. C'est vrai que l'Assemblée nationale venait de recevoir des lois sur les contenus locaux. Vous l'avez bien, si bien dit, mais pour mettre cette politique en jeu, faudra-t-il combien de temps? Belle question. Il y a tout un livre qui est consacré au Made in Congo, parce que j'ai relevé dans mon livre qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, il y a eu une campagne sur le Made in Congo qui a été lancée, qui, à mon humble avis, comme j'aime si bien le dire, a plutôt été une initiative extrêmement louable, mais qui malheureusement n'a pas été reprise par ceux qui ont succédé à ces initiateurs. Et alors, dans ce chapitre, justement, je suis en train d'expliquer un mécanisme vertueux qui garantit justement l'équilibre, c'est-à-dire, j'appelle ça la théorie des ETT. C'est dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a trois acteurs en présence, trois acteurs majeurs que nous pouvons nommer. Il y a l'État, il y a les producteurs des biens et services et puis il y a les consommateurs. J'explique par exemple dans le livre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le gros problème qu'il y a par exemple dans le Made in Congo, comme vous le dites si bien, vous parlez de production, etc., tout ce que vous voulez, mais moi je vous dis que c'est d'abord un problème de confiance. D'abord et avant tout. Nous n'avons pas confiance en ce que produisent nos compatriotes. De même que nos compatriotes, quand ils doivent nous rendre des services, ils le font avec beaucoup de légèreté et à la limite un peu de complaisance. C'est-à-dire il y a un gros souci déjà au niveau de la confiance. Et j'explique dans mon livre comment faire avant tout pour que nous parvenions à ce regain de confiance, pour, en deuxième lieu, mettre en place des politiques qui puissent rassurer tout le monde. Donc, c'est vraiment un point extrêmement important. Le Made in Congo doit être valorisé. L'État a des obligations, d'ailleurs, qui sont qualifiées de régaliennes. Mais comment est-ce que l'État, par exemple, travaille-t-il pour le contrôle? Est-ce qu'il y a-t-il un contrôle qualité rigoureux? Non. Alors que quand la qualité n'est pas assurée, les consommateurs n'ont pas confiance. Est-ce que l'État, via ses services attitrés, a-t-il un suivi eu égard aux normes quantitatives et qualitatives, si je ne veux pas me répéter? Et il y a tout un élément, je veux dire, il y a toute une somme d'éléments qui devraient nécessairement être mis en place pour que nous puissions parler de confiance. Et c'est ce que j'explique dans mon livre, et c'est environ, parce que je ne vais pas non plus dévoiler tout le contenu, parce que nous sommes bien, mais c'est presque une vingtaine de pages traitant justement de cette réalité-là du Made in Congo, et comment faire pour que le regain de confiance soit constaté. Et je pense que ça sera un point qui pourra booster notre économie et l'emmener vers les cimes que nous attendons. Voilà, en parcourant votre livre, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est vrai, tout le contenu, il est bon.
Mais il y a des chapitres qui m'ont beaucoup attiré mon attention. Vous parlez d'abord sur l'identité congolaise. Pour ne pas aller directement au niveau de la guerre à l'Est, expliquez-nous, lorsque vous évoquez cet aspect concernant l'identité congolaise, à quoi vous faites-vous allusion? J'explique en fait que l'identité congolaise devrait être comprise d'abord d'un point de vue purement juridique, parce qu'il s'agit là de notions et concepts purement juridiques, mais également d'un point de vue social, sociologique et même sociétal. Alors, je fais référence à un débat qui a eu lieu il y a quelques années ici, le débat sur la congolité. Il y a même eu une proposition de loi, etc., qui... la loi Tchani. Justement, qui a été, que j'analyse d'ailleurs dans mon livre, qui comporte des points positifs. Mais la seule chose que je trouve assez ubuesque et compliquée, c'est que l'on présente cette loi comme le seul rempart face aux infiltrations, aux trahisons et aux déloyautés qui sont décriées chaque jour, que ce soit dans notre armée, dans notre appareil sécuritaire et même au sein de nos acteurs politiques. Mais ce qui apparaît aussi tout à fait normal. Oui, mais le mal est que la simple consécration de la congolité de père et de mère, à mon humble avis, n'est pas le rempart qui soit le plus efficace, parce que parmi ceux qui trahissent se comptent beaucoup de Congolais de père et de mère. La vérité là-dessus, c'est qu'il y a en fait une notion sur le conflit d'intérêts que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le conflit d'intérêts n'est pas d'abord entre les intérêts nationaux congolais face aux intérêts nationaux étrangers. Ça se passe dans les têtes des gens. Mais c'est d'abord le conflit d'intérêts entre l'intérêt personnel et l'intérêt national. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons, pour beaucoup d'entre nous, une notion d'intérêt qui part de l'intérêt particulier et par ordre décroissant jusqu'à l'intérêt national. Donc une personne pareille qui place ses intérêts personnels, claniques, particuliers ou familiaux avant les intérêts nationaux, forcément se trouvera en posture de pouvoir trahir son pays parce qu'elle place ses intérêts personnels au-dessus des intérêts nationaux. Alors que si nous faisons l'inverse et que nous plaçons les intérêts nationaux au-dessus de nos intérêts particuliers, à partir de ce moment-là, même si nous nous trouvons dans une situation confrontationnelle d'intérêts, nous allons faire primer l'intérêt national sur l'intérêt particulier. Et tout ça, ça demande toujours un processus parce qu'il y a des études qui doivent être faites d'une manière approfondie. Et c'est ce processus que j'appelle, moi, le congolisme. C'est la parade, ou je vais dire la solution que moi je propose dans mon livre. Le congolisme doit en fait transcender la congolité. Qu'est-ce que le congolisme? Le congolisme, c'est justement le contenu que nous voulons donner à la nationalité congolaise. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un problème de nationalité, mais d'abord et avant tout d'un problème de nationalisme. Non, justement, parce qu'il y a des Congolais de père et de mère qu'on peut qualifier de souche qui trahissent. Donc, c'est d'abord un problème de nationalisme. Ce n'est pas un problème seulement de paternité, mais aussi de patriotisme. C'est ce que j'explique. Et donc, les mécanismes doivent prendre en compte ces réalités pour que dans la réponse que nous voulons donner à ces problèmes d'infiltration, de trahison, de déloyauté, etc., que nous puissions intégrer la réalité qui doit nous pousser à mettre en place des véritables mécanismes tendant à transformer l'homme congolais dans sa tête et dans son cœur. Et c'est ça le congolisme que je propose dans le livre. C'est-à-dire faire intervenir les neuroscientifiques, les sociologues, les psychologues, toutes ces disciplines des sciences mentales et du comportement pour que nous soyons capables en fait de façonner l'être congolais. Nous ne l'avons jamais fait, monsieur. Je suis désolé et c'est ce que je dis. Le problème que nous avons, c'est que nous avons un peuple qui, après les années 70, s'est constitué presque par autogénèse, c'est-à-dire presque comme on aime bien appeler génération spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un travail de fond, d'abord parce que, je le dis même très clairement, avant de nous plaindre du type de Congolais que nous avons aujourd'hui, nous devrions nous interroger si nous avions au préalable défini le profil du Congolais type que nous voulions.
C'est-à-dire que nous n'avons jamais fait... important. Justement, nous n'avons jamais fait... C'est la question fondamentale. Voilà, et nous n'avons jamais fait un travail pour définir avec précision quels devraient être les traits saillants, les éléments qui devraient caractériser l'homme congolais dans son essence. On n'a jamais fait ce travail. Les gens pensent qu'il suffit de naître et grandir et se dire congolais. Mais quel est le contenu que nous donnons à la congolité? Être congolais veut dire quoi? Ça signifie quoi? Quels sont les points, les traits caractéristiques du congolais? C'est un travail qui devrait commencer de le bas âge. Justement, faire intervenir les écoles, les universités, etc., les églises. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Et c'est ce que je propose dans mon livre, justement. C'est ce que j'appelle, moi, le congolisme. C'est-à-dire bâtir l'homme congolais sur base d'un portrait robot pleinement pensé, réfléchi et établi. Les gens pensent que les mentalités naissent comme ça par hasard, mais c'est archi faux. Je le dis là et je le dis, je sais de quoi je parle. Ce que nous sommes aujourd'hui est le produit, le reflet de certains calculs. On nous a programmés à perpétrer et perpétuer robotiquement, automatiquement la destruction de notre pays. Tous les réflexes que nous manifestons aujourd'hui, les gens pensent que ça vient de nulle part, mais c'est faux. On nous a voulu comme ça et nous reproduisons exactement le schéma de ceux qui nous ont voulu comme ça. Alors, si cette première théorie a marché, qu'est-ce qui empêcherait que celle que nous définirons aujourd'hui marche également, monsieur? Nous pouvons avoir des vrais patriotes, des patriotes que nous aurons façonnés nous-mêmes. Et les techniques existent. Il y en a quelques-unes dont nous faisons mention là-bas et d'autres peut-être qui ne peuvent pas être étalées sur un livre, mais qui existent et qui, ailleurs, ont fait leurs preuves. C'est vrai qu'avec l'éducation nationale, il y a maintenant un programme là, consacré bien sûr à la citoyenneté. Pensons qu'au fil du temps, en tout cas, les enfants pourront bien sûr intérioriser certaines matières pour que nous puissions avoir des bons citoyens pour cette République. Oui, c'est important. Mais le bon citoyen, ce n'est pas seulement celui qui est gentil et qui a des bonnes pratiques. Le bon citoyen, c'est celui d'abord qui est conscient des enjeux se posant à son pays. Parce que comme je l'ai dit au départ, nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes un pays aux enjeux multiples et fortement sensible. Ce qui veut dire qu'en fait, pour nous, l'éducation, ce n'est pas seulement apprendre l'alphabet et apprendre à compter, à écrire, mais non. Pour nous, l'éducation, c'est la préparation de nos enfants. Pour arriver à comprendre quels sont les enjeux. Comprendre quels sont les enjeux de notre pays, quelles sont les réalités auxquelles ils seront appelés à faire face demain, et les préparer d'un point de vue scientifique, d'un point de vue moral, et même, pourquoi pas, les préparer spirituellement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, avoir un type de Congolais lambda. Si nous avons des Congolais faibles, nous risquons de demeurer sous certains jougs. C'est le pays, en tout cas parmi les plus enviés de la planète. Et donc, pour nous, l'éducation ne va pas se limiter à apprendre à nos enfants à compter, à lire et à écrire. Mais non, qu'est-ce qu'on raconte? À retenir certaines citations non, importer de je ne sais qui, de Napoléon Bonaparte ou de Victor Hugo. Mais non. C'est-à-dire qu'il faudrait des vrais penseurs congolais. Penser la nation congolaise, penser l'éducation congolaise, penser la stratégie congolaise, penser l'action congolaise, penser l'armée congolaise, penser le Congo. Et c'est ça, justement, la nécessité d'un nouveau pacte social congolais, comme je le dis dans mon livre. En tout cas, c'est très important, M. Kalonji. C'est ce qui amène même un pays à se construire dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour avoir un État solide. Même si les générations vont s'échanger, à la sommité du pays, en tout cas, le terme congolisme va être ancré dans les esprits. Voilà. Alors, ici, quand vous évoquez tous ces problèmes, c'est pour autant dire qu'il faut qu'il y ait une véritable refondation de l'État congolais. Bien entendu. Et moi, je fais mienne les réflexions du président de la République au sujet, n'est-ce pas, d'un nouveau pacte social censé nous régir. Je l'ai toujours dit, je suis juriste depuis bien des années maintenant, et je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il faudrait à un moment donné que nous nous asseyions, que nous repensions le modèle socio-anthropologique de notre pays. Effectivement, est-ce que le pacte social qui nous régit aujourd'hui a-t-il réussi
à faire de nous une nation? C'est une question majeure. Moi, je ne suis pas dans les appréciations ou les prismes liés au mandat présidentiel ou à qui doit rester au pouvoir ou pas, etc. Je le dis sincèrement. Est-ce que le pacte social que nous avons aujourd'hui a-t-il pu faire de nous des Congolais comme nous le voudrions réellement? C'est ça. Et puisque non, parce que les comportements, les attitudes, les habitudes et la débâcle qui a été constatée particulièrement entre les années, évidemment, parce que cet impact social, je vais dire, c'est une constitution qui date maintenant, qui date de 2006. Après, à un moment donné, il faut bien s'interroger. Et lorsque l'on fait une analyse froide et dépassionnée, l'on se rend compte qu'à plusieurs égards, elle a montré ses limites et qu'il faille penser à autre chose. Vous êtes parmi ceux-là qui pensent que cette loi fondamentale a vraiment présenté ses limites. Bien entendu, mais et maintenant, il y a des différences d'approche. Okay. Parce qu'il y a les uns qui voient d'abord le contenant, c'est-à-dire le texte constitutionnel lui-même. Eh bien, il y en a d'autres qui voient plutôt le contenu, c'est-à-dire le volet, on va dire, un peu métaphysique de la Constitution. Parce qu'une Constitution est censée nous constituer. Elle est censée faire de nous un certain type de personne. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de savoir, parce que je suis quand même choqué que l'on fasse de nos constitutions, finalement, des instruments de limitation de mandat, tout simplement. C'est comme si toute la Constitution, en bien ou en mal, se résumait à l'article 220. C'est quand même une folie. C'est-à-dire, à partir du moment où l'article 220 est menacé, tout le monde monte sur les chevaux, etc. Mais alors qu'il y a des articles qui traitent directement des questions sociales. Par exemple, les droits culturels, socio-économiques, etc. Bien renseignés là. Vous prenez l'article 49, vous remontez jusqu'autour de l'article 30, quelque chose comme ça. OK? L'article 50 dit quoi? Tout ceci, l'État devra garantir, au fait, l'exercice de ses droits sera fait progressivement, etc. Par exemple, cette disposition-là, comment est-ce que les obligations de l'État, vous dites qu'elles doivent être remplies progressivement, alors que ça touche directement au social du peuple? Mais que les articles que l'on considère comme étant, ici encore on dit verrouillés, et les théoriciens, moi j'ai mon point de vue là-dessus, peut-être qu'à une prochaine occasion, nous viendrons parler vraiment du contenu. Pour en savoir un peu plus. Exactement, là nous allons parler constitution pure, je vous donnerai mon point de vue là-dessus, mais voilà. Donc il y a des problématiques qui touchent directement au vécu quotidien de la population, qu'il faut revoir qui n'ont jamais été promues. Même quand il y a eu déficit à ce niveau-là, nous n'avons entendu personne crier. Et ça, c'est ce qui choque. Ça veut dire qu'en fait, les revendications que l'on fait sont essentiellement tournées vers là où se trouvent les intérêts politiques et politiciens. C'est un peu comme ce que Jean Rivero disait, le droit constitutionnel sans la poutre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on instrumentalise le droit constitutionnel en fonction toujours en fonction de ses propres intérêts. Voilà, vous voyez que c'est toujours important de se référer aux penseurs aussi étrangers. Non, se référer aux penseurs étrangers n'a jamais été mauvais. Mais ces penseurs étrangers ne doivent pas dicter notre manière à nous de penser, mais ils doivent nous inspirer dans notre manière de penser. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas que du mal, il n'y a pas que du noir. Il y a bien des penseurs qui ont émis des pensées, qui ont été des lumières pour l'humanité, et nous n'allons jamais remettre cela en cause. Mais notre souci, c'est que nous devons penser Congo en tant que Congo, et non pas penser Congo en tant que État lambda. C'est là où il y a un problème. Si nous voulons considérer notre pays comme un pays normal, nous faisons fausse route. Ça veut dire que nous ne serons jamais à la hauteur des enjeux se posant en son sein. Si nous voulons considérer notre pays comme le Sénégal, où je n'ai rien contre le Sénégal, j'ai beaucoup d'amis sénégalais, mais comprenez bien que les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux géopolitiques, géostratégiques, les enjeux diplomatiques, il y a toute une batterie d'éléments qui font que nous ne nous ressemblons pas.
Et dans le livre, j'apporte justement des lumières sur la manière dont nous devons nous comporter, nous, Congo, vis-à-vis de nos voisins, du monde, etc. Comment être nous-mêmes afin d'être capable d'exister au sein de ce monde qui nous en veut tant. Je le précise, ce monde est une véritable pétaudière. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de gentils. Ah bon? Il n'y a que d'intérêts. Il n'y a que des intérêts. Et les rapports de force Oui, mais les gouvernent chaque relation, etc. Donc on ne peut pas, nous, aujourd'hui, j'en parle, c'est un peu perçu finalement comme une sorte de faiblesse, parce que nous avons tout chez nous et que nous n'avons rien à envier aux autres. Et du coup, nous sommes très pacifiques, peut-être même un peu trop. Nous n'avons pas de posture qui puisse paraître hégémoniste et tout ça, parce que nous avons tout chez nous et nous ne savons pas qu'est-ce que nous irons chercher chez les autres. Mais nous devons bien comprendre que eux, les autres, n'ont pas tout. Et du coup, les yeux sont rivés vers de convoitise. Très poussés. Même par ceux qui prétendent être nos amis, entre guillemets, parce que ce concept d'amitié n'existe pas dans les rapports entre États. Donc, à un moment donné, ce sont des réalités et des équilibres avec lesquels nous devons vivre. Et quelquefois, s'il faut montrer les griffes, il faut le faire pour le besoin de la cause. Alors, vous avez dit quelque chose de très important ici. Lorsque vous voyez les gens qui se lèvent à gauche, à droite pour crier lorsque l'on parle d'une refondation de cette loi fondamentale du pays, donc beaucoup, leur pensée ne se limite qu'au mandat et non aux intérêts politiques. Alors, est-ce que vous serez d'accord avec ceux-là qui pensent, ou bien, je dirais avec le chef de l'État lui-même qui l'a dit, donc il veut préparer ce qu'il doit léguer aux générations futures. Oui, et j'aimerais là-dessus que cette fois-là, que des spécialistes soient associés à cette réflexion. En la matière, oui. Parce que quand on veut former ou créer une génération, j'en parle dans mon livre, je le dis même clairement, je peux vous répéter cette citation que je dis, avant de former des projets pour l'homme, il faut se rassurer d'avoir formé l'homme au projet, à même de les fructifier, de les pérenniser, en garantir la scalabilité. C'est extrêmement important. Donc il ne suffit pas que de former des projets pour les hommes, il faut aussi former des hommes au projet, à même de piloter et pérenniser ce que l'on forme comme projet. Donc, il faudrait avant tout faire un inventaire clair des hommes capables de créer, de dessiner le Congolais de demain. Il faut le créer parce qu'il n'existe pas en fait. Ok. Et mettre les mécanismes en œuvre, ça commence justement par la loi fondamentale. Et c'est pour ça que moi je suis en totale divergence ou en opposition avec ceux qui disent que cette loi fondamentale que nous avons sera à même de nous conduire au développement. C'est archi faux. Ah bon? Je vous le dis, et je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Donc c'était une loi calquée sur mesure pour des gens politiques? Non, pas calquée, je ne suis pas dans ce débat, mais elle n'est simplement pas, comme je l'ai dit, moi je ne la qualifie pas de diabolique, mais juste pas assez bonne. Quels sont les articles de la Constitution que vous pouvez me brandir, vous, monsieur, aujourd'hui, qui réveillent en vous la fierté d'être Congolais? Vous pouvez m'en citer combien? Quels sont les articles qui garantissent des politiques sérieuses de faire de nous un État puissant en Afrique? Elle est essentiellement portée sur la réglementation des rapports entre États. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais c'est ça justement le mal de faire le mimétisme juridique, c'est-à-dire que vous calquez, ou je veux dire, vous faites du copier-coller de telle autre constitution, vous essayez de rafistoler un peu ici et là, et puis vous pondez un texte que vous dites constitution de la RDC, alors que vous n'avez pas d'abord premièrement réfléchi à ce que cette RDC est, à ce que cette RDC représente, à ce que cette RDC porte comme ambition, à ce que cette RDC a comme mission au sein des nations. Donc, c'est juste un texte pas assez bon, à mon humble avis. Donc, nous devons d'abord, comme je vous l'ai dit, commencer par les fondamentaux. Oui. Qui sommes-nous?
Que représentons-nous? On dit que nous sommes un pays riche. Ces richesses-là, finalement, représentent quoi? Et elles valent quoi exactement? Sur base de ce que nous pouvons être la première puissance économique, même dans 50 ans, même dans 100 ans. Mais les enfants qui naissent doivent naître avec cette ambition, doivent naître avec cette pensée. Demain, la RDC doit être telle chose. La RDC doit atteindre tel niveau. Si nous n'y arriverons pas, nos enfants vont y travailler. Si nos enfants n'y arrivent pas, nos petits-enfants vont y travailler. C'est comme ça qu'on façonne une pensée collective. Et ça ne se fait pas juste par un article que l'on dit verrouillé et que l'on veut à tout prix protéger pour des intérêts politiciens mesquins. Et ça, c'est fort dommage pour le pays. Alors, nous touchons déjà à la fin de ce magazine. Monsieur Kalonji, dites-nous, êtes-vous fier que ce que vous avez écrit ici, vous serez compris? Bien, je parle de bien de choses. Vous ne serez pas comme Jean-Baptiste qui criait dans les déserts. Non, non, non. Bien au contraire, je pense que ce sont des idées qui, parce que peut-être que nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais la cérémonie de vernissage qui a eu lieu il y a quelques jours, c'était à la villa de Sultani, a montré l'intérêt que le public a porté à ce livre. Il y a eu beaucoup de Congolais qui ont répondu à ce grand rendez-vous. Il y a eu beaucoup de Congolais qui ont fait acquisition du livre. Il y a déjà des dates de présentation qui se profilent à l'horizon. Oui. Donc ça démontre clairement qu'il y a un intérêt croissant qui est témoigné à ce livre. Et je pense que son contenu en est pour beaucoup. Donc nous allons faire ce travail de le vulgariser et de l'apporter à chaque Congolais là où il pourra se trouver par tous les mécanismes que nous mettrons en place. Oui. Et là, j'en profite pour remercier mon équipe et remercier tout ce monde qui a répondu présent à ce rendez-vous et tous ceux qui répondront au rendez-vous futur, parce que nous sommes bien déterminés à démontrer la nécessité d'un nouveau pacte social en République démocratique du Congo et pour le bien des Congolais. En tout cas, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Et je promets à tous nos téléspectateurs que nous allons vous faire revenir encore maintenant pour parler Constitution. Très bien. Cette question qui divise. Hein. Très bien. Mais énormément. Et je pense que là, je suis plutôt dans mon élément à certains égards. Ok. Mesdames et messieurs, en tout cas, vous l'avez bien compris, il faut bien sûr que ces concepts congolisme puissent bien sûr être ancrés dans les esprits des Congolais que nous sommes. Parce que nous ne pouvons pas chanter ou vanter notre nation, mais nous ne savons pas ce que nous d'abord, nous sommes vis-à-vis de nos voisins. En tout cas, le plaisir était pour nous de vous recevoir, M. Kabeya Kalonji. C'était un plaisir partagé. Kalonji Kabeya, bon, oui. C'est la même chose. Igel, non, c'est pas la même chose. Ah, Kalonji Kabeya, bon, ouais. C'est son vrai nom. Tout à fait. Igel, exact. Je rappelle que vous êtes scientifique. Oui, alors, dans l'émission Savoir Plus, c'est pour creuser un peu et faire comprendre à toute l'opinion ce que vous amenez comme concept, comme pensée, afin que la nation puisse aller de l'avant. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis avec beaucoup plus d'attention. Nous allons nous retrouver très prochainement, mais d'ici là, passez et puis le chapitre sur la guerre à l'Est aussi, voilà, nous allons en parler. Le temps nous impartit à toucher vraiment à sa fin. Donc ne nous en tenez pas rigueur. Nous allons vous recevoir encore. Les portes sont grandement ouvertes. Et à très bientôt. Surtout à vous qui nous avez suivis avec beaucoup plus d'attention. Restez avec nous pour la suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.